toutes et toutes et bienvenue à l'Île Vierge. Je vous propose qu'ensemble aujourd'hui, nous découvrions l'histoire de ce lieu. Mais où sommes-nous exactement? Situons-nous un peu sur une carte. Nous nous trouvons actuellement dans le Finistère Nord, au large de la commune de Plouguerneau et à l'entrée du pays des Abers. En effet, nous trouvons ici deux abers, c'est-à-dire des estuaires, mélange d'eau douce et d'eau salée. L'Abervrac, le plus grand et le plus escarpé, et la Berbenois, avec ses rives plus douces et cultivées, font la particularité de notre territoire. C'est la présence du port de l'Abervrac et la fréquentation importante de la côte bretonne qui justifie d'avoir une signalisation maritime fondamentale à proximité. On comprend alors pourquoi, sur cette commune littorale de Plouguerneau, on trouve 4 phares. Le phare de l'Envaon, qui se trouve à terre, dont la lumière est alignée avec celle du phare de l'île Vrac, à l'embouchure de l'Abervrac. Les marins arrivant à proximité de l'Aber doivent aligner ces deux lumières pour rentrer sans risque dans le port. Mais avant de parvenir jusque-là, se trouvent des phares d'atterrissage qui permettent de signaler la côte et ses dangers. C'est le cas des 2 phares qui nous intéressent aujourd'hui à l'Île Vierge. Je vous propose donc que nous découvrions ensemble ce lieu, ses habitants et son histoire. À 1,5 km du continent se trouve une île qu'on appelle Île Vierge. Elle porte ce nom en référence à son manque de végétation. Du fait de la salinité du sol, aucune végétation, en dehors d'une flore maritime, ne parvient à pousser sur cette île battue par les embruns. D'une taille de 6 hectares, l'île appartient au Conservatoire du Littoral, un établissement public d'État qui vise à protéger les rivages de la mer et des grands lacs de France. L'île est d'ailleurs un espace de nidification pour les oiseaux et plus particulièrement les goélands qui viennent s'installer ici au printemps pour avoir leurs petits. Si l'île est aujourd'hui protégée, elle fut par le passé fréquentée par diverses populations. Un tumulus datant de l'âge du bronze et des pièces de monnaie de l'époque mérovingienne ont pu être découverts sur l'île. Mais cette dernière prend un nouveau tournant lorsqu'en 1434, les frères franciscains mineurs de l'Observance s'installent ici et fondent un couvent à peu près à l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors, ces derniers ne pourront pas rester très longtemps sur l'île, puisque devant la salinité du sol et l'inhospitalité du lieu, ils devront la quitter en 1507 et s'installeront sur le continent. Aujourd'hui, nous n'avons plus trace de ce couvent, à part sur d'anciens cadastres. Mais 4 siècles plus tard, de nouveaux habitants, dont nous parlerons tout à l'heure, s'installent ici et ont notamment construit une bergerie que nous avons ici juste derrière moi. Sur cette bergerie, en observant le bâti, on peut constater des différences dans la construction. Là-bas, on voit une fenêtre bouchée. Ici, des pierres qui symbolisent une construction un peu différente. On peut donc deviner que la bergerie a sûrement été construite sur les ruines de cet ancien couvent. Mais poursuivons donc notre histoire. Après le départ des frères franciscains, l'île fut un peu délaissée. Au XVIIe siècle, Vauban installe une batterie de canons au sud-est de l'île pour protéger la côte des Anglais. D'ailleurs, de nombreux forts sur la côte bretonne attestent de ce travail de protection de la côte par Vauban. Au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'île est fréquentée par les goémoniers, ces personnes qui récoltent le goémon, autrement dit des algues. Ils sèchent ensuite ces dernières sur les dunes avant de brûler le laminaire dans des fours à goémon construits en haut des dunes. La Bretagne, riche en fonds rocheux, permet aux peuples littoraux de trouver une force économique et industrielle à travers la récolte d'algues. À Plouguerneau, une partie non négligeable de la population vivait de cette récolte, et l'île Vierge rythme les journées de ses travailleurs grâce à une fameuse lumière qui s'allume le soir venu et annonce la fin de la journée de travail. Car ici, ce qui fait la renommée de l'île Vierge, ce sont ces 2 phares. Le premier, c'est celui avec sa tour blanche. Il date de 1845, lorsqu'on se rend compte qu'il y a un grand besoin en signalisation maritime pour entrer dans le pays des Abers. Mais avec sa portée lumineuse de moins de 30 km, on se rend compte que c'est insuffisant pour bien sécuriser la côte. C'est pourquoi on construit un deuxième phare, celui qui se trouve également derrière moi, en 1902, pour mieux sécuriser la côte avec une portée de 50 km par temps clair. Les 2 phares sont classés au titre des monuments historiques depuis 2011. Je vous propose que pour l'instant, nous commencions par découvrir ensemble l'histoire du premier phare de l'île Vierge.
Petit retour en arrière. L'île appartient dans les années 1840 à un certain sieur Goyon de Gopel. Elle est achetée 6 000 francs le 8 février 1844 par l'État qui désire construire un phare ici. Il est vrai que le pays des Abers est dangereux avec de nombreux rochers qui ont causé beaucoup de naufrages. Il est donc important d'augmenter la sécurité et la signalisation maritime. L'emplacement est idéal. Nous le trouvons sur une plateforme rocheuse assez vaste pour construire un tel bâtiment. Le point de vue est dégagé sur les phares alentours et nous nous trouvons au niveau de l'entrée vers le chenal d'accès pour le port de la Vervrac. En plus de son emplacement idéal, l'île fournit le matériau nécessaire à la construction, puisqu'une partie du granit qui a servi à édifier les phares de l'île provient de carrières situées ici même. Les tailleurs de pierre pouvaient travailler sur place et adapter leur travail selon la demande immédiate pour la construction, ce qui rendait le chantier plus facile. Mais concentrons-nous à présent sur la structure du premier phare. Il est composé d'une tour carrée posée sur un soubassement rectangulaire qui sert de maison aux gardiens de phare. Il fut mis en service le 15 août 1845, jour de la fête de la Vierge. Avec sa tour culminant à 33 mètres de haut, la lanterne de ce phare peut être vue à 14 000 nautiques par temps clair, soit environ 26 km. C'est ce qu'on appelle un phare de troisième ordre. Il marque l'entrée d'un passage ou d'un écueil à l'approche des côtes. La construction fut supervisée par Léonce Reynaud, ingénieur et architecte au service des phares et balises. Ce service, dépendant de l'État, a accompagné et construit les divers feux, phares et fanaux de France et en assure la maintenance encore à l'heure actuelle. Rendons-nous à présent dans la maison des gardiens. Nous voici à présent dans la maison des gardiens de phare. Entre 1845 et 2010, plus de 75 gardiens se sont succédés en ces lieux. Alors, un gardien sur un phare en pleine mer ou sur une île est rarement seul pour effectuer le travail qui lui incombe. Ils sont en général 2 ou 3 gardiens à se relayer de jour comme de nuit pour des quarts de 5 à 6 heures ou de 9 à 10 heures pour effectuer les différentes missions qui leur reviennent. Tout d'abord, il y a évidemment l'allumage et l'extinction de la lanterne, l'entretien de cette dernière et l'entretien des machines qui nécessitent le bon fonctionnement du phare. Il y a également des observations météorologiques régulières que les gardiens doivent faire. Des rapports administratifs doivent également être faits régulièrement par les gardiens. Ils ont également un livre de bord dans lequel ils vont consigner les informations importantes de la journée. La communication est d'ailleurs un élément très important dans la vie des gardiens. Ils ont une radio qui vont leur permettre d'être un lien très important avec le continent, avec les phares et balises ou avec les bateaux. La gestion des stocks est également un élément très important dans la vie des gardiens de phare. Il faut bien vérifier les stocks en vivres bien sûr, en eau, en combustible lorsqu'on utilisait encore de l'huile de colza par exemple ou du fioul. Plus récemment, il fallait bien vérifier les stocks en électricité par exemple. Tous ces éléments font que la journée des gardiens de phare est bien remplie. Heureusement pour eux, les gardiens de phare ont droit, après tout ce travail, à quelques jours de repos bien mérités. Régulièrement, un gardien de phare échange sa place avec un autre qui se trouve à terre. Ils ont dans ces cas le droit d'avoir 10 jours à 2 semaines de repos en règle générale selon les périodes. Je vous laisse vous imaginer vivre sur une île avec votre collègue de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que la relève arrive. Il faut bien s'entendre avec ses collègues, être de nature à la fois solitaire pour vivre loin du monde, mais aussi conciliante pour changer de collègue de travail facilement. Alors ici, à l'île Vierge, on peut tout de même sortir, se balader sur l'île, aller s'occuper des moutons dans leur enclos, puisque les gardiens en avaient quelques-uns dont ils s'occupaient, d'où la présence de la bergerie que nous avons vue tout à l'heure. Et puis ici, chacun a sa propre chambre. La maison est vaste. Les conditions de vie ne sont pas les pires. D'ailleurs, les relèves se faisaient sans trop de problèmes puisqu'on est proche de la côte. En revanche, pour ce qui est des phares érigés en pleine mer, sur une tête de roche, à plusieurs kilomètres des côtes, c'est une autre histoire. Les gardiens ont d'ailleurs classé les phares selon leur niveau de difficulté à y vivre. Les enfers, qu'on trouve en pleine mer, les purgatoires, sur des îles, et les paradis, qui sont les phares sur le continent. L'île Vierge est donc considérée comme un purgatoire par les gardiens de phare, mais les conditions de vie sont tout de même assez proches du paradis, surtout depuis que la maison a connu de nouvelles modifications. Car depuis l'époque des gardiens de phare, l'île Vierge et ses bâtiments ont bien changé. Depuis l'automatisation du second phare, en 2010,
les gardiens ont quitté l'île. Leur maison va être un peu délaissée jusqu'en 2018, date à laquelle la communauté de communes du Pays des Abers décide d'entamer un chantier de mise en valorisation de l'île Vierge et de son patrimoine bâti. En 2021, les travaux se finissent et la nouvelle vie du premier phare de l'île Vierge commence, puisqu'elle est transformée en écogîte et est prête à accueillir de nouveaux locataires. Tout le chantier fut supervisé par les monuments historiques, ce qui a garanti une restauration de qualité. Mais bien entendu, la maison des gardiens a beaucoup changé pour pouvoir à présent être un gîte pour 9 personnes. Le mobilier a dû être intégralement changé et les murs ont dû être retravaillés car ils étaient piqués par l'humidité. Le plancher à l'étage a également été refait à neuf. Ensuite, les architectes d'intérieur ont dû repenser l'ensemble pour lui donner cet aspect qui mêle authentique et moderne et qui apporte tout son charme au bâtiment. Par exemple, dans cette actuelle salle de bain se trouvaient par le passé 2 énormes groupes électrogènes qui fonctionnaient au fioul pour alimenter la lanterne. En effet, la lanterne du premier phare de l'île fonctionnait à l'huile de colza, qui fut remplacée par le pétrole. Mais en 1956, la lanterne du second phare est électrifiée, ce qui explique la présence de ces groupes électrogènes. Il faut donc imaginer vivre avec une odeur et un bruit permanent fort peu agréables pour les habitants de ce lieu. Vous noterez dans les chambres la présence de lits clos. Complètement repensés, ils sont bien plus grands et confortables que ceux que pouvait utiliser la population locale. D'ailleurs, ces lits ne représentent pas la réalité de vie des gardiens de phare. Il n'y avait pas de lits clos ici à l'île Vierge. Ils ont été installés dans le but d'offrir aux visiteurs de l'écogîte une expérience typique du Finistère Nord. On peut tout de même remarquer le travail effectué par le menuisier qui a repensé ce mobilier. Il a d'ailleurs utilisé des éléments, de véritables lits clos pour créer ceci. Mais avant de se coucher, les chanceux qui viennent pour un séjour unique ici peuvent passer un moment dans la coupole dans laquelle se trouvait la lanterne du phare et profiter d'une vue panoramique sur le Pays des Abers. Aujourd'hui, la maison des gardiens a bien changé, tout en gardant son âme. Elle bénéficie d'installations de confort, mais également écologiques. En effet, puisqu'il n'y a ni eau ni électricité sur l'île, ont été installées des éoliennes et des panneaux photovoltaïques et un procédé de récupération des eaux de pluie par les gouttières. Seule l'eau potable est amenée en bidon du continent. Une volonté de préservation de la nature et de l'île a été pensée depuis le début de ce beau projet. Vous comprenez donc que les conditions de vie et le lieu ont bien changé depuis l'époque des gardiens de phare. D'ailleurs, ici à l'île Vierge, nous avons eu des hommes gardiens de phare, mais il est important de noter qu'il a également existé des gardiennes de phare. Embauchées en tant qu'auxiliaires, gardiens hors classe, elles faisaient exactement le même travail que les hommes, mais étaient payées 4 à 5 fois moins cher par rapport à eux. Alors ici, à l'île Vierge, il n'y a pas eu de femmes gardiennes de phare, mais à l'île Vrac, que je vous évoquais tout à l'heure, nous avons eu effectivement des gardiennes de phare. Parfois même des couples. D'ailleurs, c'était très pratique, car la femme aidait son mari et cela amoindrissait les coûts. À présent que nous avons découvert le premier phare de l'île Vierge, je vous propose que nous découvrions ensemble le deuxième phare et que nous montions au sommet où la vue est imprenable sur le Pays des Abers. 82,50 m par rapport au niveau du sol, 365 marches en pierre, 397 marches en tout, 50 km de portée lumineuse, des chiffres qui donnent le vertige. Et pour cause, ce phare, le deuxième de l'île Vierge, est le plus haut d'Europe. C'est également le plus haut du monde en pierre de taille. Était-il cependant nécessaire de construire un phare aussi haut ? Eh bien, des calculs ont été faits par les ingénieurs des phares et balises avant de construire le second phare. Il a été calculé que pour bien sécuriser la côte et pour avoir une portée de 50 km par temps clair, le foyer devait se positionner à 75 mètres de haut. Cela était dû à la géographie du lieu, mais également à la rotondité de la Terre.
C'est pourquoi le phare de l'île Vierge mesure 82,50 m et son foyer se trouve en réalité à 75 mètres de hauteur, ce qui lui permet d'avoir bel et bien une portée de 50 km par temps clair. En 1897, Léon Bourdelle, directeur du service des phares et balises, accepte les plans de l'ingénieur Gaston Pigeot. Ce dernier prévoit pour la construction du phare de construire une tour tronconique, plus effilée en haut qu'en bas. À la base, le diamètre est de 16 mètres pour se diviser par deux une fois arrivé en haut. Le fût mesure 53 mètres et est couronné par une corniche sur laquelle va se situer la lanterne du phare. Le coût global estimé du chantier est de 288 261 francs. Les travaux vont durer 5 ans, entre 1897 et 1902, sans faire face à trop de difficultés. Il a juste fallu faire attention à l'approvisionnement en matériaux. Un problème supplémentaire est apparu lorsque, lors du creusement des fondations, les ouvriers se heurtèrent à une faille de tuf, une pierre friable qui ne convient pas à l'édification d'un tel monument. Il fallut donc retirer le tuf et combler la faille avant de reprendre le chantier. Pendant les 5 ans de travaux, plus de 150 ouvriers ont travaillé sur l'île. Et il y en a du travail. Bien sûr, tout commence dans les carrières de pierre. Une partie des pierres provient d'une carrière qui se trouve dans la rade de Brest, à Logonat-Daoulas. L'autre partie vient d'ici, à l'île Vierge, des carrières que nous évoquions tout à l'heure. Pour compléter ce matériau, il faut du sable pour le mortier qui provient des grèves du nord de l'île Vrac, à l'embouchure de l'Abervrac. Un avantage majeur est donc l'approvisionnement en matériaux qui est assez local. Une fois qu'on a les matériaux, il faut les travailler. Les pierres sont taillées ici par les tailleurs de pierre, puis sont transportées sur un rail jusque devant la construction du phare. Une grue prend le relais pour hisser la pierre à sa place. Chacune des pierres est numérotée à l'encre rouge pour connaître sa position dans le phare et l'encastrer dans les pierres voisines. D'ailleurs, on peut remarquer le chef-d'œuvre intérieur du phare, l'escalier. Chaque marche est un seul bloc de pierre qui a été taillé et encastré dans le mur. On voit donc uniquement un tiers de la marche, 2 tiers se trouvent à l'intérieur même de la structure. La rambarde contribue à fortifier l'ensemble. C'est pourquoi ici vous ne voyez pas de support extérieur. C'est ce qu'on appelle un escalier sur voûte sarrasine. Et pour arriver jusqu'en haut du phare, je vous rappelle qu'il faut donc grimper 383 marches. On note également à l'intérieur du phare une autre particularité, l'opaline. On en trouve ici, dans le phare, 12 500 plaques, provenant des manufactures Saint-Gobain en région parisienne. Ce matériau mélange os de mouton et poudre de verre. Elles apportent un côté bleuté et lumineux à l'intérieur du phare, mais repoussent également l'humidité, ce qui est très pratique pour éviter les moisissures et notamment le salpêtre également qui pourrait attaquer la pierre. Mais continuons de grimper pour aller admirer la vue. Nous voilà arrivés en haut du phare pour profiter de la vue sur le pays des Abers et le large. D'ici, on peut découvrir la commune de Plouguerneau et ses nombreuses anses découpées. Lorsqu'on porte le regard plus à l'est, on découvre les communes de Guissény et Kerlouan. De l'autre côté, on découvre l'embouchure de l'Abervrac et son archipel d'îles qui ponctue cet Aber. De chaque côté, on découvre par temps clair les phares de premier ordre le plus proche de l'île Vierge, l'île d'Ouessant au sud-est et l'île de Bas au nord-est. Les gardiens de phare ont bien connu ce paysage. Ils venaient tous les soirs en haut du phare pour surveiller les horizons et vérifier qu'il n'y avait aucun problème. Alors évidemment, ils ne restaient pas ici sur le chemin de ronde, ils restaient dans une pièce qui se trouve un niveau en dessous de celui où on se trouve, qui s'appelle la chambre de veille. Malheureusement, la chambre de veille du phare de l'île Vierge est aujourd'hui très abîmée. De l'humidité s'est infiltrée par la coupole et a grandement abîmé les boiseries de la chambre de veille. Il faut tout de même s'imaginer les gardiens de phare qui montaient dans cette pièce et y restaient pendant toute la nuit pour surveiller les horizons. Ne jamais dormir pour veiller sur cette lumière fragile qui guidait les marins jusqu'à leur port d'attache. Leur travail principal consiste donc à s'occuper de la lanterne. Elle se trouve juste au-dessus de nous. Cette grosse veilleuse est composée de 4 lentilles de Fresnel qui tournent autour du foyer lumineux. Autrefois composée de vapeur de pétrole, la flamme fut remplacée par une ampoule en 1956 lors de l'électrification. Sa puissance est aujourd'hui de 250 watts. Couplée aux lentilles de Fresnel dont le but est de capter la lumière pour en augmenter la puissance, la portée du phare est de 50 km par temps clair.
C'est ici, en haut du phare le plus haut d'Europe et face au pays des Abers, que s'achève notre visite. J'espère que cela vous aura donné envie de découvrir d'autres phares et peut-être de venir nous voir. Le premier phare de l'île se loue toute l'année. Le deuxième phare est ouvert à la visite entre avril et septembre. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office de tourisme du pays des Abers. Je vous dis donc à très bientôt.